Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage sur les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets que nous aborderons sont le sommet des femmes africaines transformatrices organisé en marge de la session extraordinaire du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur l'industrialisation et celle de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Ensuite, nous parlerons des conclusions de la conférence des Nations Unies sur le climat COP27 organisée du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Enfin, nous terminerons ce forum de la presse avec le début dimanche dernier de la 22e édition de la Coupe du monde de football. C'est le Qatar qui accueille ce plus grand rendez-vous footballistique mondial auquel prennent part 32 équipes, dont 5 africaines. Pour analyser ces différentes informations, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères. Hussein Issa, il est journaliste indépendant, et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation et au quotidien Mouria. À la modération de ce forum de la presse, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour le forum de la presse de ce soir. Avant toute chose, chers confrères, permettez à ce que nous puissions rendre hommage à notre confrère Bouraïm Abdoulaye Touré, décédé le lundi dernier. C'est une grande perte pour la presse, n'est-ce pas, Hussein Issa? Effectivement, merci Deji. C'est une immense perte pour la presse. Une immense perte pour la presse dans ce sens que Abdoulaye Bouraïm Touré a marqué d'une empreinte indélébile, en tout cas la presse écrite nigérienne. Pour rappel, c'est quelqu'un qui a commencé dans le public avec, au niveau de l'information d'abord, il faut le dire, avant que ça devienne, c'était le ministère de l'Information, il y avait, comment vais-je dire, qui imprimait le Sahel, et le Sahel, comment on appelle, le Sahel Dimanche, qui était à l'époque Sahel Hebdo, sous version magazine. Et Abdoulaye vraiment était quand même un des pivots, un des patrons à ce niveau-là. Je ne le dis pas, j'ai connu cette période, je n'étais pas au niveau du public, mais on a perdu un grand professionnel sur 3 plans. D'abord, le premier plan, c'est qu'il est rigoureux dans le cadre du travail. Il est très rigoureux. À un moment où il n'y avait même pas, comment vais-je dire, la nouvelle technologie et tout, où c'était des manuscrits qu'il fallait écrire et puis soumettre. Si ça ne va pas, il déchirait et puis il fallait tout reprendre. C'est un aspect de la rigueur à son niveau. Il était très généreux également, altruiste, mais modeste dans la vie. Très modeste. Parce que quelle que soit la position qu'il occupe, c'est qu'il reste toujours lui-même. Il n'a jamais changé. Moi, je l'ai côtoyé aux démocrates, où on a travaillé pendant de longues années ensemble, et j'ai retenu ses qualités dans le lui. Mais ce qui m'a un peu déçu, c'est que quand j'ai vu même ce qui a été fait par rapport à son décès, un peu les condoléances, moi, je m'attendais à ce qu'on puisse faire quelque chose de plus important au niveau du Sahel, parce que c'est quand même, il fait partie de ces acteurs-là, de ces grands acteurs au même titre que Bouri, au même titre que Cheikh, qui ont en tout cas imprimé leur marque au niveau de ce journal-là. En tout cas, les Sahel quotidiens, et également le quotidien Sahel Dimanche là, parce qu'à l'époque c'était Sahel Hebdo, mais ils étaient déjà là quand ils sont arrivés. Le Sahel Dimanche est arrivé après. C'est le Sahel Hebdo, sous l'ère Kounké, qui a décidé qu'il y ait sur cette version tabloïde.
Voilà ce que j'ai pu retenir. Et puis, ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup, en tout cas, de témoignages. Il y a des gens qui se sont déplacés, certes, il y a beaucoup, parce qu'il a côtoyé beaucoup de monde, politique, économique, un peu partout. Il a été enseignant parce qu'il a enseigné à l'IFTIC. Mais malheureusement, souvent, comme c'est quelqu'un un peu de discret, on a l'impression que c'est quelque part passé inaperçu. Et puis moi, je me suis posé des questions, mais c'est comme ça l'homme qui a pu imprimer sa marque, son empreinte, en tout cas à un métier, à une profession, qu'il finisse comme ça, un peu quelque part dans l'anonymat, sans témoignage véritable à son égard. J'étais un peu choqué de constater cela. C'est une grande tête, on le sait bien, au sein de la presse écrite, et c'est un formateur, Hussein l'a dit. Vous avez travaillé avec lui, Gary Amadou. Que faut-il retenir de ce confrère que nous avons perdu, Abdoulaye Bourema? Oui, Abdoulaye Bourema, moi je l'appelais surtout grand frère. Je ne l'appelais jamais par son nom. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié quand même de beaucoup de choses qu'Abdoulaye Bourema m'a apprises. Il m'a appris beaucoup de choses parce que je l'ai côtoyé à un moment où j'entrais pratiquement au niveau de la presse écrite. Parce que j'avais fini mon service civique au niveau de l'ONEP et je commençais à rentrer dans le privé. Donc, et en ce moment, il y avait un journal qu'on appelait le Renouveau Magazine. Et la directrice du Renouveau Magazine, Aïcha Hamidou, paix à son âme, elle est décédée aussi. Et je travaillais pour elle et c'était lui qui faisait la mise en page. Et donc, mes articles... C'était en quelle année? Oui, c'était dans les années 2006. Je me rappelle parce que c'était l'année où Ali Farka Touré était décédé. Parce que j'avais fait un papier justement, c'était le premier papier que j'avais fait. Donc, c'était en 2006. Et vraiment, c'est quelqu'un qui te coach. Et quand c'est pas bon, il te dit c'est pas bon. Il fait pas semblant de non. Il te dit c'est pas bon, tu reprends. Et donc, moi j'ai bénéficié de ses conseils. Et pour vous dire quelle sorte d'homme c'est, pour vous dire à quel point le souci de former les journalistes était ancré en lui. Une semaine avant sa mort, il devait former des journalistes au niveau du quotidien Niger Inter, le journal Niger Inter. Il devait les former, mais la maladie a fait en sorte que la formation a été reportée. Malheureusement, il a rendu son dernier soupir. Et j'ai dit, il n'y a pas un journaliste au niveau de la presse privée, en tout cas qui a, pas les nouveaux, je vais dire ceux qui ont commencé dans les années 2000, qui ne connaissent pas Abdoulaye Bourema Touré. Il n'y en a pas. C'est un doyen. Et je vous dis, l'une de ses qualités, c'est la rigueur. La rigueur et la simplicité, effectivement, parce qu'il ne s'attache pas aux choses de ce monde-là. Vous comprenez? Abdoulaye Bourema, il a 100 000 tout de suite. Vous venez, vous lui dites que vous avez un problème. Et au niveau familial de 100 000, il vous donne les 100 000. Voilà comment il est. C'est-à-dire, lui, les choses, là, le matériel, là, ça, c'est pas son truc. C'est un homme généreux, c'est un homme généreux, altruiste. Et franchement, je pense que toute la profession lui rend hommage. En tout cas, moi, je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, n'est-ce pas? C'est quelqu'un dont je m'approprie un peu les connaissances qu'il m'a apprises. Et je souhaite vraiment paix à son âme, mes condoléances les plus attristées à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu. Une grande perte donc pour toute la presse nigérienne. Ainsi va la vie, paix à son âme. Commençons à présent par le premier sujet à l'ordre du jour de ce forum de la presse de ce soir. Du 20 au 25 novembre se tient à Niamey le sommet des femmes africaines transformatrices organisé en marge de la session extraordinaire du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur l'industrialisation de l'Afrique et celle sur la zone de libre-échange continental, la ZLECAf. À cette occasion, plusieurs panels et formations sont organisés à l'endroit des femmes transformatrices d'Afrique. Écoutons quelques participants à ce rendez-vous des femmes transformatrices d'Afrique, des propos recueillis par le studio Kalangu. J'ai amené notre Wursunandara, ici les Aramandi Dougouchambou, pour nous, avec les Ansans, et il y a les Bayas, et il y a Secret pour les hommes. Oui, et c'est très efficace. Mes produits sont des produits du Togo, les garis,
les tapioca, il y a tout. Comme les médicaments, le cacao, les nérés. Et puis les foulards là que j'ai portés, des jolis foulards. J'utilise les ressources naturelles de l'Afrique en général et du Niger en particulier pour fabriquer des savons, vous voyez, des savons, des pommades et autres, des cosmétiques pour toute la famille. Moi, j'ai eu à échanger avec des dames qui sont dans le même domaine que moi. Depuis hier, on avait vraiment beaucoup échangé et ça me fait beaucoup plaisir de voir des personnes qui font la même chose que moi. Les femmes entrepreneurs transformatrices, un accélérateur du processus d'industrialisation de l'Afrique, tel est le thème de ce sommet. Des femmes transformatrices d'Afrique. Ousseinissa, que sait-on davantage par rapport à ce sommet des femmes transformatrices d'Afrique? Le problème de la transformation, d'accord, je suis d'accord, les femmes sont ingénieuses, elles font beaucoup de choses en matière de transformation de nos produits locaux. Mais le problème de nos pays, le véritable problème de nos pays, parce que moi je vais l'élargir jusqu'à nos États, c'est que même quand il y a des initiatives, on ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas l'accompagnement nécessaire pour passer du petit là au grand. Ok, femmes transformatrices, on les a réunies, on a fait des stands, chacun est venu. Il y a eu des formations. Mais les formations servent à quoi quand après la formation? Ça ne permet pas d'avoir une plus-value. Quand il n'y a pas des opportunités pour pouvoir grandir. Parce que le problème, c'est le financement de ce qu'on fait localement. Et c'est un peu la capitalisation de tout ce qu'on fait. On est venu, on a formé ces femmes-là, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont venus avec leur expérience. Je parle particulièrement du cas du Niger, où ça n'évolue pas. On veut montrer juste comme si on veut rester embryonnaire. On a commencé quelque chose, on reste dedans, un groupement, au bout de certain temps, d'un certain nombre d'années, ça disparaît, et puis l'initiative tombe. Il n'y a plus rien. Voilà le problème de l'Afrique. Le problème particulier du Niger, c'est ça. Je ne parle pas de toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, un peu partout, il y a des pays où tu vas trouver des femmes qui sont devenues des manias. On parlait des Nana Benz au Nigeria, qui sont peut-être dans l'industrie textile et tout, qui sont arrivés à un niveau où aujourd'hui, on cite leur nom. Il y a des pays où ça bouge. Où ça bouge. Mais c'est juste pour l'exotique. On vient, on expose quelques produits. Peut-être la personne a mis 3 mois pour pouvoir être présente à l'exposition. Et après, quand la personne va aller, il n'y a pas de débouché parce que ce n'est pas produit de manière industrielle. En tout cas, de manière en quantité importante pour pouvoir concurrencer, aller sur d'autres marchés. Voilà le problème. Il faut qu'on cesse de se contenter du discours parce que le discours ne nous sort pas de l'ornière. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que les gens sont satisfaits. Ils sont venus pendant une semaine, ils ont exposé, chacun a montré ce qu'elle sait faire. Mais quand c'est au niveau la quantité qui est produite là, ça ne peut même pas permettre de servir. Si tout Niamey doit se mettre dans la consommation de ces produits-là qu'on a exposés, ça ne peut pas suffire et il y a des ruptures en matière de production. Et c'est ça le défi principal. Et même en matière d'industrialisation, dans le domaine agro-industriel, je le dis. Le tout n'est pas de mettre des unités en place. Encore faudrait-il créer les conditions pour qu'il y ait la production locale pour pouvoir faire tourner les unités là sur l'année. Est-ce qu'on y songe? On n'arrive même pas à créer les conditions pour qu'on mange à notre faim. Alors, si on doit, parce que c'est généralement l'excédent qu'on met en vente quand la Côte d'Ivoire ou les Ghana parlent de cacao et de café, les fèves, c'est parce qu'ils font en quantité et que ce n'est pas localement, c'est la transformation, c'est transformé. Mais il y a des petites unités qui sont mises en place pour produire du café, pour produire du cacao sur place, en tout cas prêt à la consommation. Mais nous, chez nous, on fait quoi? On a décidé de cette initiative, je vais attendre de voir ce que ça va donner. Parce que ça suppose qu'il y a déjà la matière première pour permettre à ces unités-là de tenir. Les femmes, c'est encore un peu plus compliqué. Une semaine, les gens se sont rencontrés, on a échangé, on a fait des photos. Tout le monde est content. On a échangé, on a pris des adresses. Après, ça va être quoi la suite? Ça va être quoi la suite?
Merci beaucoup, Sénissa. C'est vrai, au niveau de chaque pays, on a 55 pays africains. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Il y a des pays où ça bouge comparativement à d'autres. On verra justement dans le cadre de la mise en œuvre effective de la ZLECAf, ce que ça peut représenter comme enjeu pour des pays comme le Niger. Mais au niveau même de la thématique choisie, Gary Amadou, les femmes entrepreneurs, transformatrices, est-ce que vous pensez, comme ça a été dit dans le thème choisi, qu'elles peuvent constituer un accélérateur dans le cadre de l'industrialisation de l'Afrique? Si oui, comment y arriver? Oui, comment y arriver? Je crois que Hussein a ébauché déjà les premières lignes. C'est-à-dire que ces femmes-là sont déjà des femmes extrêmement courageuses. Vous savez, j'en connais beaucoup parmi elles qui, en tout cas, sont rentrées dans ce domaine de l'agro-industrie et dans le domaine pratiquement de la transformation des produits locaux en produits vraiment consommables. Et quand je dis consommables, pas seulement sur le plan alimentaire, vous avez parlé des savons et tout. Et vraiment, ce sont des femmes extrêmement courageuses. Mais quand on a suivi leur responsable, leur patronne, en tout cas, Madame Arzeka, qui a prononcé dans la question. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est ce que Hussein a dit. C'est-à-dire ces femmes-là, malgré toute leur bonne volonté, c'est l'appui qui leur manque. L'appui nécessaire pour faire en sorte que leur petite industrie-là puisse devenir une grande industrie qui puisse permettre de produire beaucoup de choses destinées à la population. Parce qu'aujourd'hui, cet appui-là, c'est quoi, par exemple? C'est l'appui de l'État et c'est l'appui des partenaires. Il y a des bailleurs de fonds. C'est pourquoi je pense que cette rencontre de Niamey est extrêmement importante parce que non seulement il y aura les partenaires, en tout cas tous les pays seront représentés, il y aura des partenaires économiques qui vont venir et qui vont voir la possibilité peut-être d'appuyer ces entreprises-là pour faire en sorte qu'elles soient des grosses entreprises industrielles. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai dit, les produits que ces structures-là produisent, ce sont des produits qui sont pour le moment pas abordables. Pourquoi? Parce qu'on n'en produit pas beaucoup. Et donc ça devient pratiquement des produits de luxe. Et aujourd'hui, Michel, qu'est-ce qu'on sait? S'il y a une chose qui est en tout cas unanimement admise, c'est le fait que nous, par exemple sur le plan alimentaire, nous mangeons très mal. Alors, aujourd'hui, grâce à ces dames-là, nous avons des compléments alimentaires, nous avons des petites préparations, des assaisonnements qui sont faits sans produits industriels, sans les arômes qui sont en train de nous causer beaucoup de tracas sur le plan sanitaire. Et donc, ce sont des femmes qu'il faut encourager. Et je crois que, comme l'a dit Ousseini, il ne faut pas oublier le volet production. Parce que, moi j'étais à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire exécutif de la CENSAD, Brigitte Raffini, qui était un des soutiens quand il était premier ministre de ces femmes transportistes, a rappelé que les femmes ne doivent pas faire seulement de la transformation, il faudrait qu'elles s'intéressent à la production. Parce que c'est une chaîne. Et c'est une chaîne, et il faut produire, comme l'a dit Ousseini, en quantité suffisante pour permettre à l'industrie de tourner. Parce que quand on crée une industrie, tant que la matière première n'est pas disponible, on va revenir au même problème. Et aujourd'hui, le Niger, l'industrie est presque inexistante. Parce que tous les fleurons de l'industrie nigérienne, ces fleurons-là sont morts. Donc, je pense que... Ça veut dire que ces femmes n'arrivent pas à faire de fortes productions, c'est ça? Mais non, elles n'arrivent pas à faire de fortes productions parce que pour faire de fortes productions, il faut avoir une industrie, il faut avoir les moyens. Et ces moyens-là manquent. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ce sommet-là de transformatrices, c'est extrêmement important. Parce que j'espère que ça va servir de déclic. Et comme l'a dit Hussein, il ne faut pas que juste on fasse des réunions, on fasse des photos de famille, et puis on quitte. Et puis à la prochaine édition, on se rend compte qu'on est toujours au même stade, que ça n'a pas évolué. Non, il faut que cette rencontre de Niamey puisse servir de tremplin, en tout cas l'évolution positive de cette filière de transformation alimentaire et de transformation tout court. Parce qu'il n'y a pas que l'aliment, je vous dis, il y a la transformation des savons, etc. Merci beaucoup. Hussein Issa, c'est vrai, à travers ces différentes rencontres de Niamey, on a voulu mettre en exergue les femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui sont impliquées dans l'industrialisation du continent. Mais en réalité, cette industrialisation même, en tant que telle, quels sont ses avantages pour les pays africains? Mais le problème, c'est d'abord l'industrialisation, c'est ça d'abord. Le premier aspect, c'est que ça booste l'économie d'un pays. Quand vous n'avez pas d'industrie, vous êtes des consommateurs tout simplement. La preuve, nous en sommes. Nous sommes des consommateurs. Pratiquement l'essentiel de ce que nous mangeons, l'essentiel de ce que nous portons, l'essentiel de ce que nous utilisons comme produits non alimentaires, ça provient de l'extérieur. Nous faisons quoi ici? Ça veut dire qu'on dépense et l'argent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qu'on sort au quotidien pour pouvoir faire venir des produits qui sont fabriqués de l'autre côté. Alors que
on peut créer les conditions pour qu'on puisse fabriquer ces mêmes produits et les vendre moins cher. Parce que c'est ça le paradoxe aussi. Quand on se met à acclamer les femmes transformatrices, quand vous allez au niveau des stands là, les produits, les prix qui sont fixés pour ces produits-là, ce n'est pas accessible à n'importe qui. Pas en tout cas la ménagère ou les chefs de ménage modestes. Parce que le coût, le même type de produit qui va être importé, vous allez trouver ça moins cher et c'est plus accessible pour le plus grand nombre. Ici, un peu, on fait ce travail-là juste pour l'exposition. Bon, il y en a qui parviennent à... Mais où est la clientèle? Où est le marché? Parce que quand on songe à l'industrie, ce qu'il faut songer, c'est le marché qui fait une industrie. Il faut qu'on puisse produire des produits qui coûtent moins cher. Moins cher, qui sont concurrentiels. Accessibles à tous. Qui sont concurrentiels parce que les commerçants qui importent, s'ils savent que c'est localement produit et que c'est de bonne qualité et que, ils n'ont plus, et que c'est concurrentiel vis-à-vis de ce qu'eux ils importent, ils vont abandonner. Aujourd'hui, les gens parlent Indonésie, Pakistan, machin, pour la consommation locale. Et les gens sont fiers de dire, je suis allé faire des commandes, c'est des conteneurs qui viennent de tel pays, même y compris ces plastiques, chaussures et tout qu'on porte. On fait quoi? On en avait, avant que d'autres pays ne commencent à faire ces choses-là. On avait Sonipla, on avait Sonifam, on avait Sonitextile, on avait Braniger, on avait toutes ces sociétés-là. On s'est arrangé. Parce que tout simplement, les Blancs sont venus nous dire non. L'État ne doit pas être derrière des unités de production. Il faut abandonner, ce n'est pas le rôle de l'État. Il n'y a même pas de subvention et ces sociétés ont été finalement, même l'eau qu'on boit. On dit à l'État non, il faut privatiser l'eau. On a vendu l'eau FEDES qui faisait des forages dans les villages et tout. Alors que c'est des instruments stratégiques, c'est des unités industrielles stratégiques. Non, il faut qu'on se dise les vérités dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut? Que des gens viennent de dehors pour nous donner à manger, que des gens viennent de dehors. Non, il y a un certain nombre de choses où l'État doit être derrière pour booster. On n'est pas dans ce schéma-là. Femmes productrices, transformatrices. C'est bien beau, tout le monde a acclamé. On a vu du beau monde qui a défilé. Mais on va voir, c'est quoi la suite? Parce que les gens, le plus souvent, qui n'ont pas eu l'habitude de voyager, voir comment les choses se passent à l'extérieur, ils sont dans leur petit coin, ils pensent que déjà ce qui se fait localement là, c'est bien. Mais il suffit de sortir à côté, vous allez constater ici à Cotonou au Bénin, vous allez constater qu'on ne fait plus de slogans autour de ça, parce qu'il y a un accompagnement qui se fait, parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec toutes les politiques qu'on veut nous imposer. Mais quand on accepte en matière d'industrialisation, quand tu acceptes que l'autre te dicte sa volonté, les institutions financières internationales, il faut t'attendre à ce que tu vas rester pendant longtemps. Ces unités que j'ai citées là, ont été créées sur la base de maigres budgets de l'État. Il y en avait Sanusi Jakou, paix à son âme, qui Dieu l'a créé dans son paradis. Il a listé les sociétés qui existaient. Tout ça s'est passé où? Tout a disparu. Et aujourd'hui, on revient au XXIe siècle, en novembre 2022, pour dire on va réfléchir sur l'industrialisation. Mais les gens sont de bonne volonté. Parce que l'autre aspect dans ce pays, c'est que même quand vous êtes animé de bonne volonté, vous avez les initiatives, c'est qu'on ne vous laisse pas d'abord grandir. Quand les choses vont commencer, vous tombez dessus. Vous tombez dessus, les impôts, les machins, et vous êtes obligé, parce que non seulement, même souvent la matière première, il faut l'importer, il faut tout pratiquement. À partir de ce moment, comment ça peut grandir? Ça ne va pas grandir. Au bout de 2-3 ans, il y a combien de tentatives dans ce pays qu'on peut recenser qui sont tombées à l'espace et qui sont allés à faillite parce que tout simplement le promoteur ne peut plus tenir face à la pression. Il faut donc rappeler que c'est en juillet 1989 que l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, ancêtre de l'UIA, a décidé lors de la 25e session des chefs d'État et de gouvernement de faire du 20 novembre la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Selon cette organisation, le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable à la croissance. Il faut par ailleurs rappeler que l'agenda 2063
adopté en janvier 2015 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, place cette industrialisation parmi les aspirations et priorités du continent africain dans la perspective de faire de lui une puissance mondiale de l'avenir. Gary Amadou, que doit faire le Niger pour ne pas être à la traîne par rapport à toutes ces perspectives, puisqu'on a là un environnement concurrentiel? En fait, ce que Hussein a dit est vrai. C'est-à-dire que même si la zone de libre-échange continentale africaine venait à voir le jour, nous ne serons pratiquement que des consommateurs. C'est-à-dire que au lieu de libre-échange, nous serons des libres consommateurs plutôt, parce que là, nous allons recevoir des produits. Moi, j'ai un pincement au cœur quand la liste des sociétés là, que Hussein a citées et bien d'autres qui sont aujourd'hui dans le domaine des souvenirs. Ça me fait un pincement au cœur. Regardez, par exemple, concernant la brasserie. Avant, on avait la Bras Niger qui faisait des boissons qui étaient très appréciées. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la Bras Niger n'existe plus. On me fait comprendre que des Indiens sont venus pour faire. Des Indiens. Vous vous rendez compte? J'ai dit, mais enfin, au Niger, il n'y a pas d'industrie. Les industries sont mortes. Et donc, moi, je considère que le défi, et je crois que l'actuel ministre de l'Industrie en est consciente, le défi, c'est de recréer le tissu industriel nigérien. Et c'est possible. La Sony Textile, là, avant, on n'avait pas besoin. Mais on a tué la Sony Textile. Et qui est venu pour créer une société textile? Les Chinois. On a fait Unitex. Et même eux, comme on l'a vu, à force de surtaxation, ils étaient arrivés à bout, ils ne peuvent pas respirer. Un des problèmes au Niger qui ne permet pas au secteur privé d'évoluer, c'est les taxes. C'est trop. C'est-à-dire que ça ne te permet, comme Hussein l'a dit, dès que tu crées... les taxes, est-ce qu'il y a autre chose pour passer à autre chose? Je vais vous expliquer. Ces femmes transformatrices, par exemple, dont on était en train de parler, aujourd'hui, elles aimeraient bien se développer. Mais dès qu'elles commencent à se développer, là, hop, les impôts là commencent à venir. Et donc, on va commencer à... Et au bout de 2 ans, elle ne peut même plus payer ses employés. Il y a beaucoup d'exemples des sociétés de transformation alimentaire qui sont aujourd'hui pratiquement à léthargie, au stade de mort. Je peux parler de mort cérébrale parce que c'est presque, ils sont en agonie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que créons les conditions pour que l'entrepreneuriat puisse évoluer. Et comment il faut donc revoir cette politique fiscale, c'est ce que vous la pensez, politique fiscale et la politique pour faire développer l'industrie de façon générale au Niger. Et surtout, il faut produire sur le plan local. Il faut mettre l'accent sur la production. Merci beaucoup. Passons au deuxième sujet. On a déjà passé plus d'un quart d'heure. C'est important. Par exemple, je prends l'exemple de la STA qui faisait les produits complémentaires pour les enfants. Voilà une société qu'on a laissée, qui a quand même pris de l'envergure, qui est en train de mourir, mais parce que tout simplement, à cause des histoires d'impôts et puis de mésententes que l'État pouvait récupérer pour dire, bon, s'il y a cette situation, la Bras Niger, c'était une affaire de comment on veut dire, et qui demandait uniquement à ce que l'État protège comment veut dire sa production pour qu'ils puissent vendre. Parce que dans le même temps, on a permis à des gens d'importer n'importe quoi. Merci, on vous a bien compris. Alors, passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir, la conférence des Nations Unies sur le climat ou conférence of parties COP27 prévue se terminer le 18 novembre a été prolongée de 24 heures pour les négociations sur le financement par les pays riches des dégâts subis par les pays en développement. Finalement, un accord a été trouvé, mettre en place un fonds pour les pertes et préjudices subis dans le domaine du changement climatique par les pays faibles. Ce financement des pays pauvres pour leur permettre de mieux agir face au changement climatique est sollicité depuis plusieurs années. Les participants à cette COP27 ont également décidé de la création d'un comité de transition chargé de formuler des recommandations sur l'opérationnalisation des mécanismes de financement avant la COP28 de l'année prochaine. Ce comité de transition projette de tenir sa première réunion dans 4 mois. Hussein Issa, quelle analyse vous suscite ces différents résultats obtenus de la COP27? Il y a des gens qui polluent, qui détruisent. Ils disent, vous allez négocier, bon, on va vous désaccompagner parce que vous êtes confrontés
aux conséquences, notamment les sécheresses, les inondations et tout. On va mettre un fonds. Ça fait longtemps qu'on parle de ce fonds. J'ai fait 2 COP. La conférence, la dernière à laquelle j'ai assisté, c'est à Durban. Mais les gens viennent pendant des jours. Dans l'accord de Paris, il y a des dispositions. Quel accord de Paris? Il y a eu des accords à Durban. Ça n'a rien donné. Les gens se retrouvent. C'est des messes où les gens se retrouvent, les dirigeants du monde, ils se retrouvent. Souvent, quand nos chefs d'État parlent, la personne ne les écoute. Les gens viennent. Les activistes, c'est la société civile qui sont actifs, les acteurs qui sont sur l'environnement, les questions environnementales. Michel, on vit tous sur cette planète, nous. N'est-ce pas? Si les gens n'ont pas conscience que ils doivent, ça dit que la compensation. Mais ça, au moins, il y a une acceptation quand même de contribuer, parce qu'au tout début, certains s'inquiétaient, les gens se disaient que peut-être les pays forts allaient dire qu'ils ne vont pas contribuer. Les pays forts, c'est qui les pays forts? Ils se sont rendus forts comment? Ils ont exploité. Aujourd'hui, ils sont dans une logique où on dit aux pays, nos pauvres pays là, on dit non, laissez tomber le pétrole, laissez tomber le charbon, allez vers les énergies renouvelables. S'il te plaît. Ils se sont développés comment? Ce n'est pas avec ces mêmes ressources fossiles-là. Ce n'est pas avec ça qu'ils se sont développés. Non, il faut qu'on arrête d'infantiliser parce que nous sommes les plus grands perdants. Nous, les Africains, il ne faut pas se perdre de vue. Nous sommes les plus grands perdants. Dans tous les cas, la planète là, la Terre là, nous vivons tous là-dessus ensemble. Le réchauffement là. Aujourd'hui, nous connaissons les sécheresses depuis des années et tout. L'adaptation dont on parle. C'est-à-dire, je dis quelque part, on a comme l'impression qu'on est dans un cirque où les gens jouent leur jeu. Chacun vient s'asseoir, raconter. Voilà, on fait peur aux gens. Un jour, ça va éclater. N'est-ce pas? Ça, c'est inévitable. Un jour, ça va éclater. Mais qu'on dise qu'on a pu obtenir un accord. Moi, l'année prochaine encore, on va dire, il n'y a rien qui a pu être mis en œuvre par rapport à l'accord là qu'on a signé. Parce que le tout n'est pas de venir mettre la main sur un document. Encore faudrait-il traduire en acte ce dont on a décidé de faire. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Si c'est ce qui se faisait, on ne serait pas encore dans cette situation où on assiste même à une situation de recul par rapport aux avancées qui ont été enregistrées. Maintenant, j'ai comme l'impression de l'accord de Paris. Mais ce n'est pas l'accord de Paris, c'est avant-hier l'accord de Paris. Il y a eu d'autres accords. Et on laisse tomber d'une année à l'autre. J'ai entendu des réactions où on dit non, on n'a pas touché à l'essentiel, l'utilisation des énergies fossiles. Que les Africains. Mais si personne ne me donne de l'argent pour que je me développe, alors que j'ai de l'argent pour me développer, pourquoi quelqu'un va me dire non, laisse tomber maintenant, la terre est menacée. Laisse tomber ton pétrole, laisse tomber ton charbon pour faire l'énergie. Tu n'as pas d'électricité en permanence. Laisse tomber ça. Va chercher des fonds que personne ne va te donner pour développer l'énergie propre. Gary Amadou, est-ce qu'on peut espérer que ces engagements qu'on retrouve dans cet accord vont être honorés tel que ça a été souhaité par les chefs d'État africains qui étaient présents à cette COP 27? Il faut le souhaiter parce que, comme l'a dit Ousseini, il y a toujours des promesses, mais des engagements qui ne sont pas tenus, en tout cas pas complètement. Vous savez, au niveau des accords de Paris, on avait prévu que non, étant donné qu'on a compris que les pays africains sont ceux qui subissent les effets de ce réchauffement climatique, imposés, en tout cas consécutifs aux industries occidentales. C'est-à-dire que le gaz carbonique qui est dégagé par les industries occidentales, c'est ça qui cause le réchauffement climatique, parce que c'est ça qui a un effet sur la couche d'ozone, etc., etc. Donc, on sait que ce sont les pays africains qui subissent les conséquences, en tout cas les pays sous-développés, qui n'ont pas d'industrie, parce qu'on revient encore à la question de l'industrie. Et donc, on a dit, bon, on va prévoir 100 milliards de dollars pour appuyer ces pays-là. Mais sur les 100 milliards-là, le bilan a été fait. Il n'y avait que 86 milliards, je crois, qui ont été débloqués. Et qu'est-ce qu'on a dit? On dit qu'à l'horizon 2030, 100 millions d'Africains vont subir les conséquences de ce réchauffement climatique-là. Il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il ne faut pas que l'on tombe dans un piège. Parce que les pays occidentaux qui ont des industries, qui produisent, qui polluent, nous disent non, il faut arrêter, il faut diminuer la chaleur à 1,5, maintenant c'est à 2 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous qui avons déjà un sommet africain sur l'industrialisation, nous qui voulons aller vers l'industrialisation de l'Afrique, on veut nous bloquer ou qu'est-ce qui se passe?
Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Nous, là, on n'a même pas atteint le stade où on va penser que nous produisons quelque chose qui pollue. Non, on n'a même pas d'industrie. Et si on suit leur schéma, là, si on sommes dans leur logique, là, on ne fera pas d'industrie. Hein, parce qu'on va toujours dire, ah oui, la planète chauffe. Alors que c'est eux qui polluent, c'est eux qui font chauffer la planète. Donc, nous, notre défi, c'est de faire des industries, n'est-ce pas? Et de commencer à nous développer. Maintenant, quand on sera au même peu d'égalité, on peut voir ce qu'on va. On va me dire, ah oui, la planète est en danger. Oui, mais elle est en danger, mais ce n'est pas notre faute, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie de nos populations, n'est-ce pas? Nous développer, parce que pour le moment, on est sous-développé. Et quand on suit le schéma de ceux qui font des résolutions à la COP, on ne va jamais s'industrialiser. Hein. Si on suit leur logique là, on ne va jamais s'industrialiser. Et c'est pourquoi je crois que ceux qui sont au niveau de ce sommet-là, Dieu faisant bien les choses, il y a une sorte de coïncidence. La COP finit et il y a un sommet sur l'industrialisation de l'Afrique. C'est presque un défi. C'est presque un pied de nez involontaire peut-être à la COP 27. La COP ferme ses portes et on fait un sommet sur l'industrialisation en Afrique. Et qui dit industrie, dit production de gaz carbonique, n'est-ce pas? Et donc l'Afrique a pris conscience que non, il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes pièges, parce que depuis les accords de Paris, on continue à faire des COP, comme si on veut ralentir l'Afrique. Pour tourner cette page, qu'est-ce que l'Afrique doit alors souhaiter, puisqu'il y aura une nouvelle COP, c'est chaque année, il y en aura encore l'année prochaine. D'abord, il faut que les engagements qui sont pris soient respectés en matière de compensation aux pays qui subissent les effets de ces changements climatiques. Les pays qui subissent de tout le monde. De tout le monde. Ces compensations-là vont permettre d'améliorer en tout cas les conditions de vie des populations qui subissent les effets de ces changements climatiques-là imposés, je dis bien, par les industries polluantes occidentales. C'est ça qu'il faut faire. Donc, respecter les engagements et faire en sorte que l'Afrique aussi puisse commencer à avoir sa propre industrie. À partir de quelle énergie, je ne sais pas. Nous pouvons étudier, n'est-ce pas, des énergies moins polluantes pour alimenter nos industries. Mais il ne faut pas qu'on nous bloque, parce que nous, on n'est même pas arrivé au stade où on peut penser que nous sommes en train de participer à la destruction de la planète. Non, nous subissons les conséquences. Voilà. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Le souhait ici, c'est que les engagements soient donc respectés. Ousseinissa, en une poignée de secondes. C'est juste des engagements, s'il te plaît. Non, si les gens devaient faire les choses, ce qu'ils disent qu'ils vont faire là, s'ils faisaient ça, on ne serait pas encore dans cette situation à négocier. Malheureusement, on vient juste calmer les gens. Faites attention, ne faites pas l'industrie, ne développez pas. Nous avons fini, mais nous continuons encore à polluer, à détruire la course de vent. Ça veut dire que chacun défend ses intérêts. Merci beaucoup. Nous terminons le forum de la presse de ce soir avec du sport. Début le dimanche 20 novembre 2022 de la 22e édition de la Coupe du monde de football. C'est le Qatar qui accueille ce plus grand rendez-vous footballistique mondial auquel prennent part 32 équipes, dont 5 du continent africain. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, du Maroc, du Sénégal, mais également de la Tunisie. Cette compétition, qui suit celle ayant pris fin sur le sacre de la France en 2018, c'était en Russie, va se poursuivre jusqu'au 18 décembre prochain, jour de la fête nationale du Qatar. Ousseinissa, quelle analyse par rapport à l'aspect organisationnel? On a vu un peu les stades impressionnants qui ont été construits, puis ils ont de l'argent. Les Qatariens, en plein désert et tout. Ça ne pose pas de problème. Tout, pratiquement, ce qu'ils ont pu faire, je ne pense pas, si on doit faire une comparaison entre ce qui s'est passé partout où la Coupe du Monde s'est déroulée et ce qu'ils ont pu faire. C'est impressionnant. Moi, je ne vais pas parler de cet aspect, je préfère parler de nos représentants, n'est-ce pas? On a vu jusqu'ici, j'ai suivi ce matin, tout à l'heure, le match Cameroun et la Suisse. De ce jeudi matin. De ce jeudi matin, j'ai suivi ça. Mais un peu, nos équipes, nous avons des belles équipes qui nous représentent, en tout cas jusqu'ici, le Sénégal et tout. Et il y a des individualités, mais il y a un jeu collectif qui se fait quelque part et qui est là. Mais le problème de nos équipes, et c'est ça qui est décevant, c'est ça vraiment qui est décevant. Nous sommes capables, mais j'ai comme l'impression que c'est la gestion du jeu vers la fin. Nous avons un réel problème avec nos équipes. Ils peuvent tenir jusqu'au bout, ils peuvent avoir des avantages, des occasions de but, mais malheureusement, vers la fin, il y a un problème de mental qui se pose. Alors qu'individuellement, quand on les prend, ils chantent tout le temps nos joueurs locaux qui évoluent dans leur club. C'est des icônes.
Mais quand on se retrouve à ce niveau de compétition, on ne peut pas comprendre que quand j'ai vu comment tout à l'heure le Cameroun a pris le but, parce qu'il y a un relâchement qui ne s'expliquait pas face à une équipe de la Suisse, quand j'ai vu comment le Sénégal a pris 2 buts à moins de 10 minutes de la fin, après avoir produit un jeu impressionnant, je me pose des questions. C'est quoi ce complexe? Parce que quelque part, je me dis, c'est en lien avec un complexe. Face à ces gens que vous connaissez, parce que le plus souvent, ceux qui jouent dans ces équipes africaines qui nous représentent, ils jouent avec ces mêmes blancs-là qui sont dans ces clubs-là. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne doit pas se ressaisir, parce que nous sommes déjà à un départ, il faut se ressaisir pour au moins que l'Afrique puisse cette année aller un peu plus loin. Pourquoi ne pas aller jusqu'à prendre la coupe du monde? C'est vrai que l'Afrique n'a jamais obtenu cette Coupe du Monde. Très souvent, lorsqu'il y a des prouesses, c'est pour arriver au niveau de l'étape des huitièmes de finale. On n'a jamais obtenu la Coupe. C'est dû à quoi, Hussein Issa? Bon, je veux dire, c'est dû à un problème, je ne sais pas, de concentration. Parce que le plus souvent, on produit du bon jeu. Mais on n'arrive pas à concrétiser. Et je ne sais pas, moi, j'étais surpris tout à l'heure quand j'ai suivi le match Cameroun-Suisse. Pratiquement, la première partie, les Camerounais avaient dominé. Ils les avaient malmenés. Mais quand ils sont revenus pour la deuxième partie, la donne a complètement changé. Qu'est-ce qui peut faire ça? Je me pose des questions. Parce que dans tous les cas, ils ne doivent pas avoir de complexe parce qu'ils se connaissent. Tous ces joueurs-là qui montent sur le terrain au niveau des stades de Qatar, c'est déjà, ils connaissent tous ces joueurs-là et qui savent c'est quoi leur valeur individuellement. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois, quand on arrive à ce niveau-là, avec nos représentants, on est souvent dessus? Merci beaucoup. Gary Amadou, quelles sont à l'heure actuelle les équipes favorites et est-ce qu'on peut espérer des prodiges au niveau des différentes équipes africaines à cette Coupe du Monde Qatar 2022? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les favoris qui ont convaincu, c'est vraiment la France et l'Espagne. Parce que, est-ce qu'on peut parler de favoris à cette Coupe du Monde-là? Quand on voit ceux qui arrivaient à l'Argentine, 2-1 battus par l'Arabie Saoudite. Quand on voit l'Allemagne battue par le Japon. Football, il y a des surprises. Oui, mais quand on voit l'Allemagne battue par le Japon, on se dit qu'il ne faut pas se hasarder à faire des pronostics. Il faut être prudent. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'espoir au niveau, par exemple, des équipes africaines pour qu'on puisse aller au moins à la phase de demi-finale? Ce que j'ai vu là comme jeu, là, le pessimisme de Hussein, là, je l'ai encore plus accentué. Je n'ai pas l'impression qu'on est mûri au point où on peut espérer qu'au cours de cette Coupe du Monde-là, l'Afrique peut faire quelque chose d'exemplaire jusqu'à prendre la Coupe. Non. Ce que j'ai vu là, il n'y a rien de rassurant. D'abord, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant parce que je vous explique. Je prends l'exemple sur l'équipe sur laquelle on fondait beaucoup d'espoir. C'est vrai, on va me dire que oui, Sadio Mané est blessé. Je parle du Sénégal. Sadio Mané est blessé. Oui, mais Sadio Mané est blessé. Mais j'ai comme l'impression que le Sénégal ne comptait que sur un seul buteur, Sadio Mané. Aujourd'hui, quand on voit le match du Sénégal, on constate que le Sénégal n'a pas de buteur. Le Sénégal n'a pas ce joueur-là qui peut faire la différence de la surface de l'opération. Tout est brouillon quand ils arrivent au niveau de la surface de l'opération. C'est brouillon. Je n'ai pas vu le Ghana jouer d'abord, n'est-ce pas? Mais le Sénégal, ce que je vois, le Cameroun et tout ça, là, ils ne vont pas aller loin. Peut-être les pays maghrébins. Au niveau des pays maghrébins, c'est un peu plus sérieux qu'au niveau des pays. Vous voyez par exemple le Cameroun. Antoine Bell a dit, le Cameroun, c'est le pays qui a déjà la Coupe du Monde en matière de commentaires, en matière de, comment ils appellent ça, les petits commentaires là avant le mondial là. Ils en font tous les jours. Ils en font par rapport aux primes de match. Merci, nous sommes au terme de ce forum de la presse. Merci Gary, en tout cas, on vous a bien compris. Nous disons donc merci à nos deux invités, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation et au quotidien Mouria. Merci de nous avoir suivis. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Issa Loli. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.